Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, lancement de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel. Les chefs d'État des 5 pays de la sous-région sont réunis ce dimanche 2 juillet à Bamako, au Mali, afin de concrétiser ce projet central de la lutte contre le terrorisme. L'épidémie d'Ebola officiellement terminée en République démocratique du Congo. Les autorités ont annoncé ce samedi que le virus avait été circonscrit, aucun nouveau cas n'ayant été détecté depuis 42 jours. Et la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest a été inaugurée au Sénégal. L'infrastructure est située à Santiou-Méké et est dotée d'une capacité de 30 MW. C'est un sommet très attendu qui se tenait ce dimanche 2 juillet à Bamako. Les chefs d'État des 5 pays membres du G5 Sahel étaient réunis dans la capitale malienne. Un sommet censé définir la stratégie de lutte contre le terrorisme, aborder la question du financement, mais aussi et surtout procéder au lancement de la force conjointe anti-djihadiste. Corinne Kandem. Les chefs d'État du G5 Sahel sont réunis ce dimanche 2 juillet dans la capitale malienne Bamako pour concrétiser leur projet de force de sécurité conjointe. Objectif, lutter ensemble contre les attaques djihadistes qui visent le Mali et gagnent les États voisins en pouvant poursuivre leurs auteurs au-delà des frontières avec un démarrage sur le terrain avant la fin de l'année 2017. La lutte contre le terrorisme doit être perçue sous l'angle sous-régional. Elle ne concerne pas que le Mali. Le terrorisme est un phénomène qui ne connaît pas de frontières, c'est un phénomène c'est un monstre qui n'a pas de visage. Et donc pour nous, c'est vraiment une très bonne nouvelle que la sous-région mutualise ses efforts. Et nous, au niveau de la MINUSMA, nous nous sommes préparés pour faire un partenariat d'entraide et de collaboration avec la future force G5 Sahel. Et j'en profite pour lancer vraiment un appel à tous les amis du Sahel, à tous les amis du Mali, pour s'associer à cette force qui, il faut le dire, c'est vrai, elle va se déployer, mais elle va manquer de moyens, aussi bien logistiques que financiers. En effet, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de financer cette force, tâche qui ne sera pas aisée en raison de nombreux facteurs tels que la baisse des cours des matières premières et des hydrocarbures qui affectent l'économie des pays membres du G5 Sahel. De plus, les Nations Unies viennent de réduire de 7% le budget de financement de ces missions de maintien de la paix. L'Union africaine, Rami Sahel, nous saluons la venue de cette force et nous espérons qu'elle aura tout le soutien nécessaire au niveau de la communauté internationale. On se réjouit que la France, par la voix du président Macron, soutienne cette force aussi ouvertement. Nous espérons que les autres puissances de la communauté internationale vont suivre. Les pays membres du G5 Sahel disposent donc du soutien de la France, dont le président français Emmanuel Macron a fait le déplacement au Mali pour assister à ce sommet. Dans un premier temps, cette force qui sera déployée au Mali, au Burkina Faso et au Niger s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel. Et sachez que l'organisation terroriste ATMI Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé la vidéo de 6 otages enlevés ces dernières années au Mali et au Burkina Faso. La vidéo de 16 minutes et 50 secondes non datée a été publiée samedi via la messagerie sur Internet Telegram. C'est la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités en ont fait l'annonce ce samedi 1er juillet, et ce après 42 jours sans aucun nouveau cas. Au total, le virus qui s'était déclaré en mai dans une zone forestière reculée du pays aura infecté 8 personnes et fait 4 victimes. Un bilan qui doit largement à la réactivité des autorités congolaises, d'ailleurs saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez le ministre de la Santé publique, Oli Lunga. Après une observation d'une période de 42 jours, soit 2 fois 21 jours, sans aucun nouveau cas confirmé, enregistré, et comme l'exige la réglementation sanitaire en matière de surveillance des fièvres hémorragiques virales, je déclare à partir de ce jour, à minuit, la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo, à Likati, territoire d'Akéti, province du Bazouélé. Le gouvernement de la République tient à remercier les populations, les autorités administratives et coutumières des zones de Likati, Namboa,
Mouma et Ngaï, touchés par la maladie à virus Ebola, pour l'accueil et les facilités qu'elles ont accordées aux équipes, ainsi que pour leur implication dans la riposte. Le Sénégal abrite désormais la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest. L'infrastructure a été inaugurée par le président Macky Sall à Santhiou-Méké d'un coût de 24 milliards de francs CFA d'une capacité de 30 mégawatts. La centrale permettra d'atteindre l'objectif de 21% d'énergie renouvelable fixé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Idel Admiral Belissou. Au Sénégal, le président Macky Sall a inauguré la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Le coût du projet de la centrale de Santhiou-Méké dans la région de Thiès, à 70 km à l'ouest de Dakar, la capitale sénégalaise, est estimé à 36 millions d'euros, soit un peu plus de 24 milliards de francs CFA. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est avec fierté que nous mettons en œuvre votre objectif de 20% d'énergie renouvelable dans la capacité de production de Sénélec à fin 2017. Avec les 30 MW que vous inaugurez aujourd'hui, nous sommes déjà à 19%. Le Sénégal se trouve ainsi dans le peloton de tête dans l'application des conclusions des conventions des parties de Paris et de Marrakech pour la sauvegarde de la planète. L'infrastructure érigée sur une superficie de 64 hectares a une capacité de 30 MW. La centrale solaire photovoltaïque compte 92 panneaux solaires, 36 imposants onduleurs et 3 grands transformateurs raccordés à la station de la Société des eaux située à 9 km du site. Nous sommes sur une production prévisionnelle de 50 gigawattheures par an, donc l'équivalent de la fourniture d'électricité pour 240 000 personnes. On a vraiment privilégié l'emploi local. Nous, Engie Solaire Direct, nous avons obligé nos sous-traitants dans les contrats à utiliser la main-d'œuvre locale. L'infrastructure a été réalisée grâce au service de 19 compagnies sénégalaises et de 9 compagnies internationales. Cette infrastructure va apporter un impôt ou un revenu des taxes d'une valeur de 64 milliards de francs CFA en recettes fiscales. L'État devra donc bénéficier d'au moins 20 milliards de francs CFA de taxes par an. En Guinée, malgré la diminution du phénomène, la traite des personnes est encore présente. Une structure a pourtant été mise en place pour lutter contre ce fléau. Mais de l'aveu même des autorités, des efforts restent à fournir, que ce soit en matière de sensibilisation ou de répression. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. En 2006, on estimait à 2 millions le nombre d'enfants victimes de traite en Afrique de l'Ouest. Parmi les formes de traite les plus répandues au sein de cette couche figurent le travail forcé qui occupe 49% et l'exploitation sexuelle 36%. En Guinée, les formes de traite de personnes sont nombreuses et nécessitent des approches différentes. Il y a aussi l'exploitation de la prostitution des filles. Et là d'ailleurs c'est une actualité dans notre pays. Et les services de sécurité ont récemment démantelé plusieurs réseaux de fillettes qu'on convoyait à partir de la Guinée pour certains pays du Moyen-Orient. Le vide juridique dans la lutte contre ce fléau réside principalement au niveau répressif. Jusqu'en 2016, les spécialistes estiment qu'aucune disposition spéciale y afférente ne figurait dans le code pénal. Le cadre juridique qui permettait aux magistrats de juger ces auteurs-là qui n'étaient pas étoffés. Et la référence pour les magistrats, jusqu'en 2016, c'était le code de l'enfant. Malheureusement, la traite définie dans le code de l'enfant n'était relative qu'aux enfants, alors qu'on s'est rendu compte que la traite ne concernait pas que des enfants. Selon des organismes internationaux, les pays du Golfe de Guinée sont particulièrement touchés par la traite transfrontalière et sont à la fois des pays d'origine, de transit et de destination des victimes. Les autorités entendent miser sur la sensibilisation et s'inscrire dans une stratégie sous-régionale élaborée par la CEDEAO pour mettre fin à la traite des personnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.